nous avons choisi un thème, Evelyne Ayer, dont, si vous voulez, on peut dire tout de suite un mot. On s'était interrogé, c'est vrai, en voyant la très belle exposition dont vous êtes le commissaire, sur la manière dont aujourd'hui une partie de l'antiracisme est piégée par un débat récurrent face, disons, aux surenchères identitaires et mémorielles qui posent un problème en quelque sorte à la rhétorique antiraciste. Et donc on s'est dit qu'à partir de l'excellente exposition dont vous avez été le commissaire, il y avait lieu justement d'essayer de réfléchir avec quelques intellectuels et avec vous justement à cet enjeu aujourd'hui devenu explosif dans la société française. Ça m'est occasion d'ailleurs de rappeler que vous êtes par ailleurs, Evelyne Ayer, professeure d'anthropologie génétique. Vous avez plusieurs casquettes, vous n'êtes pas simplement commissaire d'excellentes expositions. Qu'à vos côtés, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir au Musée de l'Homme la sociologue Dominique Schnapper, qu'on ne présente pas. Vous êtes, Dominique, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Vous êtes l'auteur d'une œuvre importante on va dire, de sociologie et de philosophie politique. Vos deux derniers ouvrages s'intitulent L'esprit démocratique des lois. C'est un clin d'œil à Montesquieu, bien sûr, aux éditions Gallimard, ainsi que La République au sans culture, aux éditions Arfuyenne. Vous nous dévoilerez peut-être en primeur tout à l'heure le nom du livre en préparation et peut-être son éditeur aussi, si nous sommes gentils avec vous. J'en ai terminé pour cette succincte présentation du flanc gauche, qui est donc le flanc droit pour vous. Sur le flanc droit, Alain Gérard Slama. Aucune allusion politique, rassurez-vous, hein, Dominique. De toute façon, on est à l'heure du dépassement du clivage droite-gauche, donc il ne faut plus être obsédé par ça. Macron est passé par là. Alain Gérard Slama, donc, qui est notre ami, qui est historien des idées, politologue, éditorialiste. Il a également consacré une œuvre importante de philosophie politique à décrypter les tourments de l'identité politique française. Et son dernier ouvrage, c'est en 2 tomes, Les écrivains qui ont fait la République, aux éditions Plomb. Le tome 2 va bientôt d'ailleurs paraître, cher Alain Gérard. Et enfin, last but not least, par-delà le droit et gauche, macronien s'il en est, non je rigole, Hervé Lebras, notre ami Hervé Lebras, vous êtes évidemment un démographe connu et reconnu aujourd'hui, vous êtes directeur de recherche bien sûr, et vous signez d'ailleurs actuellement 2 ouvrages, l'un qui provoque une certaine polémique autour des questions que nous allons débattre, Malaise dans l'identité aux éditions Actes Sud, et vous collaborez donc à un livre collectif avec un autre ami Michel Viviorca qui s'appelle Antiraciste, donc un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains, essentiellement français, mais pas seulement. Il y a aussi un Israélien, 2 Israéliens, qui sont rassemblés donc sous la houlette de Michel, aux éditions Robert Laffont. Et vous faites le point, au fond, sur cette famille dont on prétend aujourd'hui qu'elle est affaiblie. Vous nous direz si c'est le cas dans la société française, dans les médias français, s'il y a un affaiblissement de la parole antiraciste. Donc j'en viens évidemment au thème du débat lui-même. Vous l'avez compris, à partir de l'exposition, nous avons voulu réfléchir à l'actualité, mais aussi au tiraillement, éventuellement aux schizophrénies de l'antiracisme en France. Et rien n'est meilleur quand même pour apaiser les esprits avant de débattre que de commencer justement en demandant à notre sociologue embedded de faire le point sur ces enjeux extrêmement explosifs aujourd'hui dans la société française. Cher Dominique. Merci. On va trop parler d'actualité, donc je vais essayer plutôt pour introduire notre conversation de partir de l'antiracisme, de l'antiracisme au sens plein ou au sens propre ou au sens originel du terme. Il me semble que par définition, les démocraties sont des régimes dont le principe est antiraciste, puisqu'elles sont fondées sur l'idée de la citoyenneté et par conséquent de l'affirmation de l'égalité de tous leurs membres, égalité de dignité de tous leurs membres, égalité de droits de tous leurs membres, quelles que soient leurs origines historiques, géographiques, religieuses ou sociales. C'est le principe de base qui est celui de la citoyenneté. Et par conséquent, l'antiracisme est une dimension qui est nécessairement, logiquement liée au principe même de l'organisation des sociétés démocratiques, puisque, et on va évoquer l'exposition du musée,
Le racisme se caractérise par 2 grands traits, si on veut, l'essentialisation des personnes qui sont racisées et la diabolisation, avec différentes dimensions, de ces personnes. Alors bien sûr, dans la réalité, les démocraties ne sont jamais totalement conformes à leurs propres principes. Et l'histoire des démocraties montre des trahisons, des dévoiements ou des manquements. Mais elle montre aussi qu'à cause même du principe auquel elle se réfère, des valeurs dont se réclament les démocrates, elle donne des instruments de lutte contre le racisme. Parce que nous sommes évidemment, pour des raisons évidentes, obsédés par le racisme de notre propre société, que nous ayons l'impression d'en être les victimes ou que nous en ayons été les acteurs dans le passé ou dans le présent. Mais le racisme est en aucune façon limité aux sociétés démocratiques. Il existe sous des formes extrêmement diverses, mais sous des formes réelles dans toutes les sociétés. Et donc, dans le cas des démocraties, il y a la condamnation morale et la référence aux principes qui donnent des instruments de lutte, même si ces instruments de lutte n'ont pas éliminé les phénomènes racistes. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est l'interrogation qui nous est posée, c'est l'affaiblissement du civisme et les identifications plus affirmées à toutes sortes de particularismes. Dans la société démocratique, les dimensions identitaires, ethniques, historiques continuent à exister, mais l'idée de la citoyenneté, c'est que ces expressions identitaires doivent être non pas éliminées, c'est ni possible ni d'ailleurs souhaitable, mais transcendées par le principe civique qui affirme cette égalité de tous dans l'espace public. Et si la transcendance par le civisme ne joue plus sur les identifications de toute forme, sur les identités et les identifications, si le civisme n'est plus la manière de les transcender, si les affirmations identitaires envahissent l'espace public aux dépens de ce qui est commun à tous et ce qui permet de faire exister et intégrer les différentes populations, quelles que soient leurs origines, alors se développent en même temps, se renouvellent plutôt, des formes de racisme et l'antiracisme est affaibli. Il perd de sa justification, il perd de son existence même, de son pouvoir d'exercice dans la société. Et le problème est de bien comprendre qu'à la fois toutes les affirmations identitaires sont en tant que telles légitimes, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec les valeurs communes qui organisent l'espace public, c'est-à-dire l'égalité de tous les êtres humains et une forme de séparation du politique et du religieux qui sont au fondement de l'organisation politique des démocraties. Mais il y a toujours le danger que s'expriment de plus en plus des formes identitaires qui ne sont pas conformes à ces 2 principes fondateurs de l'ordre démocratique et qui donc risquent de remettre en cause le civisme qui nous permet de vivre ensemble. Et c'est l'interrogation sur laquelle nous allons discuter. Est-ce que nous sommes dans un de ces moments où les affirmations identitaires particulières envahissent l'espace public de manière à rendre difficilement, à empêcher le fonctionnement de l'espace commun à tous qui nous permet de vivre aussi humainement que possible par-delà toutes nos inégalités et nos différences. Donc c'est ce que j'apporte à la discussion. C'est la pierre décisive que vous apportez à la discussion. Néanmoins, vous n'êtes pas tout à fait quitte de ma première question, dans les 2 sens du terme. Est-ce que vous répondez par l'affirmative à la question que vous venez de poser en conclusion de votre court exposé liminaire, Dominique ? Je pose la question. Moi, vous savez, je fais partie d'une tradition où on pose plus de questions qu'on ne répond aux questions et on pense que la question est plus importante que la réponse. Donc, j'ai posé la question. Je pense que le danger existe, mais par définition, le danger existe toujours.
les sociétés démocratiques sont fragiles par définition, puisqu'elles sont contraires au naturel, qu'elles sont le produit d'une éducation, et d'une éducation qui demande une histoire et du temps, et que par conséquent qu'il y a effectivement un risque sur lequel j'ai des sentiments qui varient selon les moments et les occasions. Merci beaucoup pour ce premier... Je vais quand même vous dire que le titre de mon prochain livre, c'est « Les Juifs et la démocratie ». Voilà, très beau titre, et c'est donc aux éditions Gallimard, j'imagine. Ben, j'espère, je l'aurais donné, je n'ai pas encore accepté. Les Juifs et la démocratie, donc aux éditions Gallimard. Moi, j'ai hâte de le lire aussi. Non, c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il y a un recueil d'articles sur la démocratie en France qui sort chez Odile Jacob le mois prochain. Voilà, bon alors donc la démocratie en France chez Odile Jacob, et bientôt les Juifs et la démocratie probablement chez Gallimard, à moins que vous soyez retoqué. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il vous fasse cet affront. Evelyne Heyer, donc comment vous entendez d'abord la manière dont Dominique, avec le tact qui la caractérise, essaye de qualifier justement l'esprit de l'époque, l'esprit du temps, le moment spécifique que nous traversons, où il y a sans doute une nouvelle articulation justement du combat antiraciste avec les identités qui est en train de se construire, au péril justement peut-être de l'universalisme républicain. Comment vous entendez son propos ? Ah ben, très bien, j'adore écouter Dominique Schnapper. Schnapper, oui, c'est vrai. En plus, à chaque fois. Ouais. Mais c'est parce que ça vient de mon nom aussi, c'est pour ça. Non, mais je vois bien, par exemple, là, quand on a construit l'exposition, qu'on a été tiraillé de droite et de gauche par différents... mouvement qui rentrait un peu en espèce de compétition des minorités et qui aurait aimé chacun que l'on tire plus le fil de l'exposition dans un sens que dans l'autre. Alors que nous, notre propos, c'était de montrer un peu quelque part les mécanismes qui sont communs à toutes les formes de racisme. Notre idée, c'était plutôt de mettre en avant un peu cette similarité des mécanismes, finalement, quel que soit le groupe qui est victime de racisme. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de traiter notamment l'antisémitisme comme une forme de racisme, bien que chaque racisme ait son histoire spécifique. Hein. Je veux dire, dès qu'on creuse un peu, chacun a une histoire spécifique. Mais nous, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'était plutôt un peu les mécanismes communs à toutes ces formes de racisme, en mettant en avant pour nous les trois aspects importants, à savoir la catégorisation, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des boîtes et que ça n'est pas anodin. On peut dire autrement, ça commence par une sorte de geste intellectuel qui est la catégorisation ou l'essentialisation. Hein. Alors, il y a déjà la catégorisation, mais la catégorisation, elle est naturelle. On catégorise tout, on catégorise le monde. Par contre, ce qui est spécifique quand on va catégoriser les êtres humains, c'est que les catégories qu'on choisit dépendent du contexte socio-historique du moment où on vit. Au moment de la ségrégation, on catégorisait noir-blanc. Le deuxième élément pour nous du racisme important, c'est la hiérarchie. Et le troisième élément important, effectivement, c'est l'essentialisation. Et finalement, ces trois éléments, on les retrouve dans toutes les formes de racisme. On les retrouve aussi dans le sexisme, dans l'homophobie. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'une lutte efficace contre le racisme serait d'apprendre à relativiser ces catégories et aussi à déconstruire l'essentialisme. Et c'est pour ça qu'il y a certains mouvements de lutte contre le racisme où j'ai du mal à en voir finalement l'intérêt à long terme. Alors peut-être qu'à court terme, il y a un besoin fort pour certaines communautés de se resserrer sur elles-mêmes autour de leurs problèmes pour mieux défendre leurs intérêts, mais il me semble que si on veut sortir du racisme à long terme, il vaut mieux avoir une vision universaliste et humaniste et d'apprendre tout simplement à accepter les différences et à vivre ensemble. Alors vous savez, un journaliste, c'est forcément quelqu'un qui a un peu des idées fixes. Donc comme j'ai essayé de faire répondre tout à l'heure Dominique
à la question de savoir s'il y avait aujourd'hui un affaiblissement des positions universalistes dans le camp antiraciste, au sein du combat antiraciste, qui est si nécessaire. Je vais vous poser à mon tour cette même question. Est-ce qu'au travers justement de l'expérience qui a été la direction de cette exposition, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la pédagogie de l'antiracisme souffre d'une sorte de brouillage de son message et surtout de la densité en universalisme? Alors, c'est assez difficile à dire parce que dans le sens où quand même il y a un rôle assez fort des médias et de certains intellectuels qui aiment mettre en avant des choses qui choquent et donc qui aiment mettre en avant des choses qui sont peut-être minoritaires. C'est très difficile de faire un lien entre la couverture médiatique d'un phénomène et son importance réelle. Son importance dans le réel, absolument. Oui. Et du coup, je trouve que c'est assez difficile à estimer. Moi, j'ai rencontré vraiment toutes sortes de gens qui sont venus visiter l'exposition. Et finalement, les gens qui étaient un peu, on va dire, dans la compétition des minorités étaient minoritaires. Tant mieux. Oui. Donc, on a... Mais pareil, c'est pas forcément un échantillonnage représentatif. Hein. Et alors, à l'aune justement du travail que vous avez effectué au sein du Musée de l'Homme, vous voyez qu'on peut faire plusieurs choses, hein, même quand on anime un débat. À l'aune du travail que vous avez effectué, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette conscience antiraciste cherche au fond à se refonder sur des bases nouvelles? Si on prend simplement comme référence, et c'est vrai que ça revient souvent dans le débat public, mais on peut l'évoquer d'une manière non polémique. Il y a eu, au cours des années 80, sans doute sous l'influence d'un agenda politique, mais peu importe, il y a eu un front antiraciste commun qui existait, qui a été structuré par des associations très médiatisées. On les connaît, on connaît les acteurs de cette médiatisation. On a le sentiment aujourd'hui, c'est vrai que ce combat contre le racisme, que le Musée de l'Homme poursuit avec beaucoup de courage et de témérité, il est un peu déserté. Au fond, il n'y a plus d'action commune du front antiraciste. Et donc, on a le sentiment qu'il y a plutôt une sorte de dissémination des causes, vous voyez. Et donc, on cherche peut-être aujourd'hui les moyens de faire reconverger ces différentes causes antiracistes sous le pavillon d'une vision unitaire et universaliste. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? Alors c'est vrai qu'il y a un éclatement des mouvements antiracistes. Il y en a maintenant de toutes sortes et je pense beaucoup plus que dans les années 80. Mais moi je suis pas sûre que ça soit forcément négatif. Je veux dire, je pense qu'il y a moyen de faire peut-être réfléchir et converger un peu tous ces mouvements qui chacun amène une problématique qui était peut-être pas assez prise en compte précédemment. Et encore une fois, il ne faut pas oublier, nous on voit avec les données qu'on présente dans l'exposition qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font dire que la France est très peu raciste, en tous les cas moins qu'il y a 20 ans et qu'il y a 30 ans, alors qu'au contraire, on a l'impression qu'on entend plus souvent parler de la France raciste. Et moi, je pense que c'est aussi parce que quand on se rapproche d'un idéal, on va avoir tendance à beaucoup plus pointer du doigt tout ce qui est un écart à l'idéal. Donc, quelque part, moins la société est raciste, plus tout événement de racisme va être pointé du doigt. Merci beaucoup pour ce premier éclairage, hein, Evelyne Heyer. On reviendra bien sûr sur l'exposition formidable là, que vous avez pilotée au sein du Musée de l'Homme. Alors justement, Alain Gérard, vous êtes l'un de ceux qui vous intéressaient depuis plusieurs décennies à ces thèmes, à ces enjeux. Je n'ai pas le nombre des décennies. Mais en tout cas, depuis assez longtemps. Je suis plus prudent, vous voyez. Vous vous intéressez depuis assez longtemps, avec beaucoup de méthodes et beaucoup de culture, à ces enjeux de la société française. Vous avez constaté, comme chacun d'entre nous, l'effritement ou l'émiettement du front antiraciste des années 80, qui aujourd'hui n'existe plus et surtout est traversé par des fractures culturelles très importantes. Mais j'aimerais, avant peut-être que vous nous exposiez votre vision des enjeux de notre débat, que vous nous disiez si vous êtes d'accord avec une idée aujourd'hui assez répandue. Je lisais récemment un livre de Sébastien Maillard aux éditions d'ailleurs Gallimard sur les enjeux de l'immigration. Et ce monsieur donc, nous dit, tout à trac, bah oui, finalement, on est allé trop loin dans les concessions aux différentes mémoires, aux mémoires particulières. Et pour lui,
les lois mémorielles ont été, si vous voulez, une étape essentielle dans cette abdication de la République universaliste face aux mémoires particulières. Est-ce que vous partagez, Alain Gérard, cette approche, aujourd'hui répandue? Ça, c'est un vieux thème. Bien entendu, on a vu que c'était créé il y a de ça quelques années. En effet, vous avez raison de le souligner, un mouvement qui s'intitulait « Liberté pour l'histoire ». Et ce qui était le plus en cause et le plus inquiétant dans ce processus des renouveaux mémoriels, ça avait été très bien critiqué par Pierre Nora, c'était le fait que ça servait, c'était à l'appui de revendications de droits. Et de droits, non pas du tout de droits d'égalité précisément à l'intérieur de la société, mais de droits de mémoire avec ce que ça peut impliquer d'exigences de réparation. Le thème aujourd'hui est complètement banal. Il est totalement, je l'entends très souvent, il est toujours très présent dans le débat public, l'exigence de réparation. Et il est évident que ça n'arrange pas les choses pour résoudre le problème qui était évoqué par Dominique Schnapper, c'est-à-dire essayer précisément de faire entendre raison aux différentes communautés dans la société. Pourquoi est-ce que cette entreprise, ce mouvement Liberté pour l'Histoire a échoué ? C'est pour une raison très simple, c'est qu'il a été organisé, monté par des historiens, fondamentalement. Donc on les a accusés de corporatisme. On a dit, ah, vous voyez bien, les historiens sont les seuls à pouvoir nous parler de la mémoire, et alors que nous avons une mémoire, nous avons raison d'en rendre compte, et bien souvent, en effet, il y avait beaucoup d'héritiers ou de descendants, par exemple, ça a été évoqué à propos de la loi Taubira sur l'esclavage, de descendants qui disent, qui ont dit, mais en fait, nous avons des souvenirs précis, nous voyons que la ville de Bordeaux a prospéré grâce à ça. Je lisais récemment encore un éminent professeur à la Sorbonne qui expliquait que le développement de la France a été beaucoup lié, ce qui me paraît totalement controuvé par beaucoup d'historiens, a été beaucoup lié en fait à l'expansion coloniale, et en particulier qui a sauvé des villes comme Bordeaux, Marseille, Nantes, etc. Et surtout que c'est grâce à ça que le développement de la France a été économiquement homogène, n'est-ce pas? Car ça a compensé par l'expansion coloniale et les revenus de l'expansion coloniale le développement difficile du sud de la France, en particulier de l'Aquitaine. Bon, alors, enfin bref, là on peut développer, c'est la bouteille à l'encre. Mais je pense que ça a été une des raisons de l'échec de cette cause, c'est-à-dire de cette thèse. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe dans ce mouvement de la bonté, précisément, des rivalités entre les groupes, c'est souvent la responsabilité de ceux qui prennent en charge leurs intérêts, car c'est exactement la même chose que l'opposition droite-gauche en France. La droite a une vision caricaturale de la gauche, et la gauche a une vision caricaturale de la droite. Le résultat, c'est que chacune se met à ressembler à sa caricature. Et le résultat, c'est que si vous avez un malin qui dit « Eh ben, je vais me faufiler en faisant une politique des centres », qui marche pas mieux d'ailleurs, hein, eh ben, j'arriverai évidemment à convaincre tout le monde, ce qui n'est pas totalement démontré en ce moment. Alors, il y a le phénomène d'escalade d'abord, c'est-à-dire les phénomènes identitaristes. Je parle d'identitariste plutôt que d'identitaire, car bon, une identité, c'est pas toujours pendable. Si vous êtes attaché à votre village, si vous êtes attaché, bon, à des références vernaculaires, et à la limite même à votre langue vernaculaire d'ailleurs, qui est inscrite dans la Constitution aussi bien que la langue nationale. C'est vraiment pas pendable. Mais identitarisme, c'est autre chose. C'est érigé en système. Et c'est ce que... c'est ce que vous développiez dans un livre. C'est vous qui avez créé le terme, d'ailleurs, en français. C'était dans le siècle de M. Pétain. Vous montrez qu'au cœur du pétainisme, il y a justement l'identitarisme. Nous sortons d'une discipline, vous entrez dans une discipline qui s'appellerait la slamatologie, mais je ne suis pas sûr d'avoir été l'inventeur du concept. Je ne suis peut-être pas le dernier à pouvoir être slamatologue. Hein. Non, je ne suis pas nécessairement l'inventeur du concept. Mais en tout cas, il s'imposait à mes yeux parce que c'était autre chose. C'était évidemment une transcription militante et idéologique avec la volonté de le traduire surtout dans les termes du droit. Le problème de notre pays, de la France, c'est que tout ce qui était rapport de civilité, qu'évoquait Dominique Schnapper, c'est-à-dire qui allait de soi, il y avait des rapports même de laïcité qui allaient de soi, a été vicié par la tentation ou la tendance des pouvoirs de les ériger en règles de droit.
problème, l'aspect juridique, si vous voulez, de la bonté des identitarismes en France est très important. Il y a un autre aspect, c'est la responsabilité, puisqu'on parle des accidents historiques hein, qui sont porteurs de ces dérives. Ça a été les dirigeants politiques. La responsabilité des dirigeants politiques. Il y en a eu un, ça va vous étonner, de la part de quelqu'un qui passe pour avoir été plutôt gaulliste, c'est moi. Il y en a eu un qui est le général de Gaulle, qui en 1967 a proféré une phrase. Le peuple, à propos des Juifs de France... Une conférence de presse, 29 novembre 67, débriefing de la guerre des 6 jours, hein, victoire israélienne. Qui ne reposait pas d'ailleurs sur analyse fausse du problème palestinien. Et suscitant l'ire et la tristesse de Gaulle Raymond Aron, le papa de Dominique. Il a essentialisé les Juifs comme un peuple sûr de lui... C'était peuple d'élite, dominateur et sûr de lui. D'élite, ça c'était pour compenser le reste, d'élite, sûr de lui et dominateur. Et il y a une sociologue qui a fait un livre dont je me souviens très bien et qui a montré qu'à partir de cette date, curieusement, il s'est trouvé en France une modification d'un critère extrêmement important dans cette maison, qui est le mariage préférentiel. Et vous aviez observé dans ce livre, c'est quelque chose que j'en ai retenu, j'espère ne pas l'avoir trahi, ni le trahir en ce moment, vous avez fait une observation d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'effectivement, le discours de Gaulle a entraîné d'ailleurs de grands débats dans les médias, et même dans les hebdomadaires, qui ont évidemment contribué à modifier l'opinion. Donc ça, c'est un second problème de la dialectique droite-gauche. Et puis, enfin, il est exact que c'est une des questions que vous posiez vous-même, d'ailleurs, dans votre projet. Je crois que le multiculturalisme ne marche pas. Donc là, c'est un vrai sujet de débat. Mais je crois que si on entend le multiculturalisme par la coexistence de peuples qui se réfèrent à des modèles juridiques, pas seulement religieux, hein, à des modèles juridiques, et à des modèles culturels au sens, si vous voulez, de la survalorisation des héritages. Moi, j'aime la France, bien sûr, mais si on me dit tu aimes la France ou tu t'en vas, j'ai envie de m'en aller. Pardonnez-moi. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce discours, dans cette exaltation tout à fait caricaturale et possessive d'un statut auquel des groupes humains se réfèrent et qui rendent extrêmement difficile la communication entre eux. Là, il faut que... M'arrête là. Voilà, vous suggérez les choses, mais faites pas trop de prétéritions, Alain Gérard. Allez jusqu'au bout. Quels sont les exemples, justement, de ce type de dérives les plus récentes ? Écoutez, moi, je vois les dérives, en particulier, je n'ai jamais été un homme de gauche, j'ai le droit de dire du mal de la droite. Quand je vois à droite ce qui se passe aujourd'hui avec l'essentialisation et même le retour de discours qu'on croyait révolus depuis les lendemains de la guerre de 1870, où on voulait sauver la France au nom du Sacré-Cœur, je m'inquiète un peu de ça. J'aimais beaucoup M. Fillon, il avait un projet qui me paraissait à bien des égards excellent, mais quand le premier discours qu'il prononce se réfère à « je sors du prieuré de je ne sais pas où », je ne lui conteste pas ce droit. Mais il est évident qu'il va légitimer en retour des discours de gens qui disent « Et moi, Marley, tu n'en parles pas, et pourquoi moi, je ne paraîtrais pas ?» Voilà. Et on peut faire référence aussi, sans esprit polémique, car ce n'est pas le lieu, mais à un discours récent de Laurent Wauquiez, qui, avec cet anaphore bien trouvé d'ailleurs, hein, ouais. Ici c'est la France, ici c'est la France, ici c'est la mais France, ça, bon, volé voilà. d'ailleurs à Nicolas Sarkozy qui l'avait prononcé précédemment. La thématique du roman national, j'aime mieux qu'il y ait des bons professeurs d'histoire qui fassent partager à leurs élèves les récits qu'ils leur donnent. Et d'ailleurs, j'ai quand même une raison d'espérer qui est dans un des sondages que vous donnez, qui est sur le mariage préférentiel. C'est-à-dire que vous montrez qu'à propos en particulier des musulmans de France, qu'il y a une proportion très élevée de musulmans qui épousent des catholiques et réciproquement. Enfin, ce qui est une donnée qui est tout à fait encourageante, n'est-ce pas ? Qui montre que d'ailleurs le modèle multiculturaliste, s'il ne marche pas, en tout cas il n'a pas été expérimenté en France, puisque voilà. Disons qu'il y a encore en France une culture de la mixité et du métissage qui fait échec à toute tentative voilà. de
culturalisation et de multicommunautarisation de la Cela dit, France. je ne dis pas que Voilà. le mariage mixte, ça ne marche pas, puisque dès Juste, l'origine de dans l'humanité, ça marchait. Juste pour préciser, effectivement, dans l'exposition, on montre les résultats de l'enquête Trajectoire et Origine de l'INED, qui montre que 65% des enfants d'immigrés se marient avec la population non issue de l'immigration. Donc c'est très élevé. Et c'est d'ailleurs une des conclusions de cette enquête. Il conclut à une grande fluidité des relations sociales. Merci beaucoup, cher Alain Gérard, pour ces premiers éclairages et ces premières prises de position, mais qui sont précieuses pour notre débat. Je me tourne sans transition, comme on dit dans d'autres cénacles télévisuels, vers Hervé. Vous n'allez pas faire la synthèse à ce stade-là, d'ailleurs on continue la discussion, mais quelle analyse vous portez sur notre question de cours, hein, c'est-à-dire l'antiracisme face aux différentes surenchères mémorielles et identitaires? Oui, je vais peut-être reprendre quand même quelques points, puisque c'est la tâche qu'on m'a assigné juste avant de commencer cette séance, déjà, alors, antiracisme, qu'est-ce que le racisme? Alors, j'ai entendu catégorisation, diabolisation, hiérarchie, essentialisation. Effectivement, c'est le processus que Evelyne écrivait. Il y a la catégorisation, il y a la hiérarchie, hein, ensuite, et il y a le moment de l'essentialisme, où une personne est réduite à une essence. Hein, voilà. Oui, alors, moi, au fond, je proposerais quelque chose d'un tout petit peu différent, sachant que, et il ne faut pas se voiler la face, le racisme est lié au scientisme de la fin du 19e siècle, très clairement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est, disons, une mauvaise interprétation, beaucoup de raisons, de l'œuvre de Darwin, et Darwin s'en méfiait déjà. Il avait dit dans la théorie de l'évolution, je ne mets pas l'homme parce que ça va créer des difficultés. Il a fait un livre plus tard, The Descent of Man, pour en parler. Donc, et ça a été, il y a eu confusion qui a été opérée. Si vous voulez, d'une certaine manière, c'est les scientistes et au fond ce qu'on appellerait peut-être la gauche aujourd'hui, parce que la droite était chrétienne, donc c'était le récit biblique. Elle était, comment dit-on, oui, elle était universaliste, mais elle était surtout, c'est le récit biblique qui était. Elle était attachée à la Genèse, vous voulez dire. C'était la Genèse contre. Comme les Américains actuellement. Contre la théorie de l'évolution. Et donc, la théorie de l'évolution, si vous voulez, c'est développé. Il y a une espèce d'extension de la théorie d'évolution qui a été dans le... Je montre ça dans un petit article justement du livre sur antiraciste, et qui a amené à créer la confusion entre race et espèce. C'est ça la confusion fondamentale. C'est-à-dire que le racisme, c'est traiter les races comme des espèces. Et du coup, on détecte le racisme, au fond, il suffit d'aller du côté des biologistes et de comment ils définissent les espèces. Eh bien, les biologistes utilisent 3 critères. Ils utilisent un critère formel. Il y a des différences visuelles ou bien des différences internes entre les organismes. Ensuite, la descendance, qui est le second critère. Et le 3e critère, c'est l'interfécondité. Le 3e critère est plus discuté. Alors, toutes les espèces ne sont pas séparées pour ces 3 critères. Certaines, par exemple, ont l'interfécondité. Par exemple, avec l'interfécondité, nous serions de la même espèce que Néandertal, qui va être l'objet d'une prochaine exposition, puisque nous avons à peu près 3% de Néandertal dans notre sang. Mais disons... Chez certains, ça se sent, hein, ça se voit. Hein. Mais les 3 points, vous retrouvez, si vous prenez ces 3 points, vous êtes dur là. Avec Mélenchon, oui. Là, on entre. Et donc, si on reprend ces 3 points, on s'aperçoit que ça correspond bien au racisme. Les questions formelles, je pense que ça correspond à la catégorisation. L'essentialisation, c'est assez largement la descendance, mais je crois que descendance est plus précis que l'essentialisation. Il me semble que plutôt ce qu'on font justement, essentialisation, hiérarchie, sont des conséquences de cette assimilation des races aux espèces. Et d'ailleurs, il y a un critère qui ne trompe pas. Les grands auteurs racistes
on toujours passe un temps fou à prétendre que les hybrides sont infertiles, sont ratés, sont... Il y a un grand auteur raciste, Vacher de la Pouge, qui, dans les sélections sociales, il dit « De toute façon, ils sont ratés parce qu'ils viennent de deux moitiés différentes, donc ça ne croit pas de la même manière. » C'est vraiment une image absolument enfantine, mais c'est fondamental. Et d'ailleurs, Gobineau, le premier grand, au fond, auteur raciste français, c'est un long plaidoyer contre cet imbécile d'Arien qui va fricoter avec tous les autres et qui s'abattardit. C'est ça le problème de Gobineau, très largement. Tout ça va mal parce que, bon, il ne maîtrise pas ses instincts sexuels. J'y reviendrai. Juste, donc voilà, sur le point de la catégorisation. Antiracisme, j'aime pas le mot, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre, on a mis antiraciste. Et c'est une critique de... Vous voulez dire sophistique. le concept d'antiracisme, Ouais. vous ne l'aimez pas? Non. Et pourquoi? Il y a une critique ancienne de Pierre-André Taguieff, que c'est de la sophistique, hein, comme souvent chez Taguieff, mais c'est de dire l'antiracisme n'est pas fondé parce que le racisme n'est pas fondé. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Autrement dit, je pense qu'on peut avoir des actions, des réponses, on va en dire un mot, antiraciste, mais l'antiracisme en tant que tel ne peut pas être, là, Taguieff a raison, un corps de doctrine cohérent, le racisme ne l'étant pas. Donc on peut dire tout ce qui est antiraciste, on va le regrouper sous le... Mais enfin, ça laisse croire qu'il y a une essence. Je reviendrai d'ailleurs aussi sur essence, parce que les questions d'essence sont vraiment importantes dans la mesure, sur la question d'identité, par exemple. Quand on regarde le dictionnaire historique de la langue française, on voit que le mot qui a précédé, c'est identique. Hein, on dit, vers la fin du Moyen-Âge, un tel est identique. Oui. Et puis, un siècle après seulement, il y a le mot identité. C'est-à-dire, on passe d'une relation à une essence, c'est pas rien. Alors, au début, c'est soi-même, identique à soi-même, c'est l'identité personnelle, mais on glisse vers une identité plus large. Et le dernier glissement est plus récent, et encore un plus récent grâce à Alain Gérard, mais le glissement suivant, c'est identitaire. Et identitaire devient l'adjectif d'identité. C'est-à-dire, donc, il renforce encore le... Mais est-ce qu'il ne faut pas s'en tenir, question de semi-béotien, on va dire, est-ce qu'il ne faut pas s'en tenir à la distinction politiquement pertinente et j'allais dire opératoire, que Alain Gérard proposait tout à l'heure, et qu'il a proposé d'ailleurs dans des livres antérieurement, entre... la défense de l'identité qui est légitime. Vous voyez, on est corse, breton, juif, vous voyez, d'origine. Non mais. Mais non, elle est non seulement légitime, mais elle est normale. Et l'exaltation de l'identité, qui elle en revanche est malsaine et anti-républicaine. Est-ce que c'est pas ça la bonne grille? Oui, mais enfin, le mot identité permet justement des tas de glissements, parce qu'au fond, ce qu'il y a par derrière, c'est que n'importe lequel d'entre nous a un grand nombre d'identités. J'entends dire le village, j'entends dire ainsi de suite. Et donc, en fait, l'identitaire, c'est de tout mettre le paquet sur une de ces identités parmi un paquet d'identités. C'est là aussi qu'est il me semble, un des dangers de cette essentialisation et un des dangers du terme. Je propose plutôt qu'on parle d'identification au pluriel. On a des identifications à diverses dimensions de la vie personnelle. Oui, mais parce que ça ôte le côté fixiste qui est contenu, que vous critiquez, qui est contenu dans l'idée d'identité. Ce sont des identifications, et comme ça, elles varient autour de la vie, et elles varient en fonction de ce à quoi on s'identifie. Oui, mais hélas, comment dire, pour reprendre Klemperer, nous croyons... Victor Klemperer, dans la Lingua Tertii Imperii. Et qui commence en disant, nous croyons que nous pensons avec des mots, mais c'est les mots qui pensent à travers nous. Donc le mot identité, on aura du mal à s'en défaire, même si j'agrée à l'identification, oui. Il faut simplifier en tant que le mot est revendiqué, lorsqu'il y a une revendication identitaire. Autrement dit, par la force des choses, je me subsume à un seul des traits de ma personne, qui est le déterminisme ethnique ou religieux, et là ça commence à devenir problématique.
Et c'est sous le regard d'autrui. Ce qui amène l'autre, évidemment, à vous dire, c'est le vieux thème de Sartre, qui avait été moqué, évidemment, dans sa lettre sur les chimpanzés, par un philosophe dont le nom m'échappe, mais qui est remarquable, et qui s'était moqué de Sartre en disant le chimpanzé devient chimpanzé par sa force qu'on lui dise tu es un chimpanzé. Il ne faut pas exagérer, mais il y a une réduction quand même à une seule des dimensions de notre personne qui nie une des richesses de notre culture, en tout cas. Citons Montaigne, l'individu ondoyant et divers. Nous sommes multiples, nous avons de multiples appartenances. Et selon les appartenances, nous sommes différents. Marcel Proust a pu dire, moi quand je suis écrivain, je suis écrivain. Quand je vais au bordel, je suis quelqu'un d'autre. Mais nous sommes très très différents selon les modalités de notre, pas seulement de notre rapport aux autres, et même de notre rapport à nous-mêmes. Donc cette richesse-là, il ne faut pas nous en priver. D'autant plus que ça induit, alors là, ça donne une justification aux racistes. Parce que là, en effet, le racisme a dit, vous voyez, puisque vous en revendiquez vous-même, j'ai le droit de vous dénoncer en tant que tel et de vous réduire à n'être que cela. Merci beaucoup. Donc Hervé, on laisse Hervé terminer, puis après, on laisse Hervé terminer. Hein. Non, juste quelques remarques. Merci. Oui. Mais après, vous allez. Après, je vous passerai la parole et vous lui répondrez. Sur quand même la question qui est posée ici, de la lutte contre le racisme, question que tu as posée plusieurs fois. Moi, il me semble que d'abord, je trouve que quelqu'un comme Stephen Jay Gould avait une très bonne méthode. Il a écrit un livre qui s'appelle The Mismeasure of Man, la malmesure de l'homme, où il montre les stupidités auxquelles s'étaient livrés les raciologues, comme on disait, de la fin du 19e siècle, les mesureurs de crâne, etc. Et d'ailleurs, j'avais proposé à Evelyne au tout début de la genèse de cette exposition de faire dans une exposition des instruments de ces raciologues. Puis on était obsédés par la différence entre les brachycéphales et les dolichocéphales, tout ça. Voilà, d'une fumisterie. Pas, quand vous lisez les livres de Broca, tout l'outillage qu'avaient ces gens-là et là, je trouve que c'est, au fond, quelque part, il faut toujours, je pense, chercher à tuer par le ridicule. C'est aussi un point qui est important et qu'on ne pratique pas assez. Si on est dans les grands principes... Justement, et Alain Gérard après va prendre... Mais justement Hervé, la difficulté, mais vous allez finir, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que si on veut faire un bilan de la situation et savoir qui est notre ennemi, il y a aujourd'hui des racistes qui ne se déploient pas du tout sur le terrain du racisme biologique, mais plutôt du différentialisme culturel. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, les pensées comme celles que vous évoquez, qui paraissent bien ridicules, hein, les pensées comme celles de Vacher de la Pouge ou d'Alexis Carrel, etc., ne sont plus la force motrice du discours raciste. On a plutôt un discours raciste qui va se déployer à l'abri ou à l'étouffer du différentialisme culturel. Oui, l'étouffer est bien dit, parce que la question... à nouveau, la question, c'est est-ce qu'on est enfermé dans sa culture ou est-ce qu'on peut en sortir. Voilà. Donc, quelque part, vous avez raison de dire étouffé, moi je dirais plutôt déguisé, parce qu'on retrouve les mêmes problèmes derrière le déterminisme culturel que derrière le déterminisme biologique. Et je suis d'accord, même j'aimais bien Pierre Chaunu, mais quand il disait à 6 mois, on ne peut plus changer de culture, je trouvais que c'était un peu, justement, glissé vers ce côté. Je voudrais peut-être aussi dire... Non, mais je vous en prie. Et après, Alain Gérard et Dominique vont vous répondre. Dominique d'abord, oui. Un autre point, une autre limite, un autre point, au fond, pour lutter, je pense, c'est, et on en a parlé, Alain Gérard aussi en a parlé, et un point, je pense, essentiel, c'est la mixité. C'est ce qui tue l'idée de racisme, de race, qu'elle soit biologique ou culturelle, c'est la mixité des unions. Et on a rappelé le chiffre, mais même le chiffre, il faut bien voir que le chiffre qui a été donné, c'est entre immigrés globalement, mais à l'intérieur de ces immigrés, c'est extrêmement différent aussi. Il y a des différences aussi grandes que... donc, du coup, il y a en France un mélange assez fort. Et une chose, juste un point... importante qui est en train de se passer, je trouve que
travaille pour l'instant avec des paléontologues et des archéologues. Et notre vision de l'origine de l'homme est en train de changer très rapidement parce qu'on trouve des tas d'hommes qu'on arrive, ou des pré-hommes qu'on n'arrive plus à classer et qui ont des patrimoines communs. Vous savez non seulement qu'il y a l'homme de Néandertal où on a 3% de commun, mais là on a trouvé dans une grotte de l'Altaï l'homme de Denisova, très différent de Néandertal et de nous, mais on a 2% de Denisova dans notre sang. Donc on a l'impression qu'en fait, entre, disons, 1 million d'années et 60 000 ou 50 000 ans avant nous, il y a des tas d'humains assez différents qui se sont mêlés, tout, et c'était très important qu'ils se mêlent parce qu'ils acquéraient des immunités. Autrement dit, la mixité a sauvé le genre humain. C'est très bien dit par un paléontologue, Pascal Pic, qui dit quand on regarde les primates, c'est une famille biologique qui était vouée à l'extinction. Pourquoi ? Il y en avait 200 ou 300 au début, il n'en restait plus qu'une trentaine, ça diminuait sans arrêt, parce que ces idiots-là restaient confinés dans leur forêt équatoriale et tropicale, ils avaient peur de les quitter, ils avaient peur de se mêler, tandis que les hommes, assez curieusement, pour une raison qui est mystérieuse, sont partis à l'aventure. Et à l'aventure, ils ont commencé à rencontrer deux choses, d'autres climats auxquels ils n'étaient pas adaptés, et puis d'autres microbes auxquels ils n'étaient pas adaptés. Donc, pour surmonter ça, le mieux, c'était, ils l'ont fait simplement pour d'autres raisons, mais le mieux, c'était de s'allier aux hommes qui arrivaient à survivre dans ce coin-là. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et du coup, si vous voulez, si je vous dis ça, c'est que si on revient sur la lutte de l'antiracisme, ça impose l'idée que le succès de l'homme est dû à la mixité et à la migration. Ça change beaucoup de ce qu'on a jusqu'ici eu avec les australopithèques, puis juste après l'homo habilis, et puis juste après puis Néandertal, puis nous, qui était hiérarchique. Là, maintenant, c'est un vrai fouillis. Et là, je voyais encore hier, on a trouvé en Grèce des empreintes vieilles de 5 millions d'années, dont on ne sait pas à qui ça appartient. Il y a une grotte, la grotte du Dragon, en Afrique, qui sont trouvés une quarantaine de squelettes inclassables. Donc, là-dedans, voilà, on me demande quels sont les moyens, mais c'est un des moyens. Et puis, insister sur la mixité. J'ai été amené à discuter, je le regrette d'ailleurs, dans une émission face à Renaud Camus, le théoricien soi-disant du grand remplacement. Voilà, excellente émission au demeurant, où Alain Finkielkraut a vraiment joué le rôle d'arbitre entre vous, et c'était un débat de fond objectivement très intéressant. Je l'ai écouté. J'ai trouvé quand même que c'est un arbitre qui penchait un peu pour le... Du côté de son ami. Mais donc terminez juste pour que Dominique vous réponde. Peut-être juste pour terminer juste sur je pense, je vais juste terminer par une provocation un petit peu, mais c'est la question on va revenir sur cette question de l'identité française. Alors là, j'en ai un peu parlé dans mon petit livre. Ça m'apparaît très dangereux. Je pense, une fois j'ai répondu, on me demandait qu'est-ce que c'est pour vous d'être français. Alors moi, j'étais pris au dépourvu. J'ai dit, c'est d'avoir une carte d'identité française. Alors là, j'ai été agonie d'injures par les sites genre F de souche et tous ces machins-là, de l'extrême droite. Mais je pense que j'avais profondément raison. C'est ça, vous parliez de civisme. Si on est français, on est français. Et là, cette question de l'identité française, c'est quelque chose comme si on cherchait à l'intérieur des Français à en dire, il y en a qui ont l'identité française, puis il y en a d'autres qui l'ont un peu moins. C'est promis, vous reprenez la parole, oui, mais quand même, Dominique, parce que vous l'avez, disons, interpellé intellectuellement sur un certain nombre de points importants. Reprendre, si vous permettez. Voilà, et donc si elle peut vous répondre, et ensuite la discussion se prolonge. Merci beaucoup, Hervé. Alors, je pense que si on prend racisme au sens strict, c'est-à-dire fondé sur l'idée qu'il existe des races humaines différentes et hiérarchisées. Vous avez raison de dire que c'est lié au scientisme du 19e siècle, puisque c'était au nom d'une prétention scientifique à l'existence de races différentes sur le modèle des espèces. Donc on est entièrement d'accord. Mais si on prend au sens plus large, celui qui a été adopté par la commissaire de l'exposition, par la commissaire de l'exposition, c'est-à-dire les phénomènes par lesquels on catégorise, on hiérarchise et on essentialise certains groupes sociaux
qui sont inférieurs ou minoritaires ou marginaux, dans ce cas-là... Ou dominés socialement. Dominés socialement, enfin, qui ont sous des formes extrêmement différentes. C'est un phénomène qui est beaucoup plus large que celui de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle dans les sociétés européennes. C'est un phénomène humain très large qui continue, qui a toutes sortes de formes. Et je pense que justement, un des mérites de cette exposition, c'était de bien distinguer du racisme strict que vous avez défini, les phénomènes qu'on peut appeler de racisation ou les processus de racisation, qui sont des phénomènes beaucoup plus larges et qui concernent à la fois beaucoup plus d'époques et beaucoup plus de pays. J'aurais voulu aussi ajouter quelque chose sur le multiculturalisme, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Parce que si on veut dire que les sociétés sont formées de gens qui ont des cultures diverses, c'est un fait. Ça, c'est plutôt multiculturel. C'est un fait. C'est un fait. Les sociétés sont multiculturelles. Multiculturel, voilà. Le problème du multiculturalisme est de savoir si ces différenciations multiculturelles qui sont données dans la société doivent être reconnues et encouragées par l'État dans l'espace public. Et c'est ça le problème. Et c'est là où la tradition française, je m'inscris tout à fait dans cette tradition, dit ce n'est pas le rôle de l'État et de l'espace public de reconnaître les diversités, c'est au contraire celui de créer du commun à partir des diversités, de reconnaître l'existence des diversités, parce qu'elles sont de fait, et non seulement elles sont légitimes, mais elles sont, point. Mais le rôle de l'État, le rôle du politique, c'est de créer du commun par-delà ces diversités. Et là, on n'est pas anti-multiculturel, on est contre les politiques multiculturalistes. Et quand il y a eu en Angleterre, qui ont des politiques multiculturalistes, et qu'il y a eu la bombe de 2005, ils se sont aperçus que celui qui l'avait posé, qui était un citoyen britannique d'origine pakistanaise, n'avait jamais rencontré dans toute sa vie que des Britanniques d'origine pakistanaise. Il n'avait jamais connu d'autres personnes. Et c'était le produit de la politique multiculturelle. Alors je voudrais ajouter 2 tout petits points, parce que je suis peut-être plus synthétique. Les mouvements antiracistes... Ne taclez pas trop, il a fait des efforts. L'éclatement des mouvements antiracistes. Oui, d'abord, il y a toujours l'éclatement de tous les mouvements. Dans les sociétés libres, les mouvements, par définition, s'éclatent. Ça, c'était la problématique que j'ai abordée au début, parce que c'était une manière de vous lancer sur... c'est vrai que le front uni autour de SOS, aujourd'hui, semble éclater. Oui, mais enfin, il faudrait revenir sur l'histoire de SOS et de la façon dont on a manipulé par la politique. Ça, on n'a pas de quoi être fier de notre gouvernement de l'époque. Passons. Mais ils sont quand même traversés d'un problème, d'une disposition, et ça, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire ils sont tiraillés entre une perspective universaliste et une perspective de défense des particularismes. Et je crois que sur le combat antiraciste, il faut être dans une perspective universaliste. Et il ne faut pas avoir des mouvements antiracistes qui soient limités à certaines catégories ou qui revendiquent des droits pour certaines catégories. Parce que sinon, on entre dans cette logique mortelle d'opposer les différentes catégories les unes aux autres. Et la seule façon d'en sortir, c'est au contraire d'avoir un combat universaliste. Vous vouliez que je... Et alors, dernier point suggéré par la dernière réflexion d'Hervé, quand il dit on m'a demandé qu'est-ce que c'est que d'être français, c'est d'avoir une carte d'identité française. Je crois que c'est pas si simple. Je crois que c'est d'avoir été élevé par un certain nombre d'institutions nationales qui ont créé une certaine façon d'être au monde, une certaine façon de réagir aux mêmes événements, d'appliquer les mêmes principes de toutes les sociétés démocratiques qui sont différents dans une tradition nationale et dans une autre, et un certain rapport à la langue, un certain rapport à l'histoire, une certaine façon d'être au monde qui fait que par-delà toutes les différences, il y a quelque chose de commun entre les gens qui sont nés dans une même nation, sachant que c'est le produit d'une histoire qui, par définition, peut être adoptée par tous ceux qui se retrouvent participer à la même vie collective et participer aux mêmes institutions et qui donnent à tous ceux qui y entrent quelque chose en commun. Voilà. Après, non mais laissons-la terminer, oui. Laissons-la terminer et après vous allez...
Oui, je peux terminer. Alors, donc, est-ce que Evelyne et... Non, mais juste un mot d'Evelyne quand même. J'aimerais qu'on l'entende depuis tout à l'heure. Et on revient sur... Est-ce que, Evelyne, vous pensez, comme Dominique, que être français, c'est adhérer, c'est partager, c'est se reconnaître, c'est se projeter dans un certain arrangement des choses, dans une certaine manière d'être, d'habiter la cité, de s'y mouvoir. Est-ce que c'est ça d'abord, ou est-ce que c'est plutôt, selon vous, la possession d'un titre de séjour ou d'un passeport français? Voilà, non, mais c'est une vraie question. Non, mais alors, c'est une vraie question qui habite le débat public aujourd'hui. Je vais faire une réponse de Normand pour avoir été française à l'étranger et connaître beaucoup de Français à l'étranger pour qui la nationalité française est importante alors qu'ils n'ont jamais vécu en France. La définition de vivre dans des institutions françaises n'englobe pas ces gens-là. Donc, elle n'est pas... Enfin, il manque des gens, quoi. Voilà, il manque des gens dans cette définition. La carte d'identité aussi, il manque des gens dans cette définition, parce que moi, j'ai des amis qui n'ont pas de carte d'identité française, mais qui sont en France depuis qu'ils sont petits et qui ont été élevés en France, et à mon avis, ils se sentent très français. Oui, et on peut d'ailleurs citer un écrivain qui a disparu récemment, qui est un homme très estimable, prix Nobel de la paix, qui était Elie Wiesel. Il n'avait pas de carte d'identité française, mais il a apporté à la langue française et à la France une œuvre en langue française. Il était citoyen américain. Donc effectivement, vous avez raison, c'est flexible. On va dire qu'on est dans des définitions molles et floues. Et je pense qu'il y a à retenir un peu des deux. Voilà. Et moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Hervé Lebras à juste titre, de rappeler aux gens qu'on a une histoire qui est faite de migration, de mixité. Moi, je vois néanmoins que c'est un peu l'angle d'attaque de la lutte contre le racisme des années 80 et que quand même, ça n'est pas suffisant. Parce que si je vais pousser un peu sous forme de contre-exemple, même si on dit aux gens qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre eux, pas beaucoup de différences génétiques, parce qu'il y a eu ces histoires de migration et de mixité, quelqu'un qui a une pensée raciste, même sur peu de différences, ça lui suffit pour construire sa pensée raciste, et que je remettrais aussi en contre-exemple dans l'autre sens, même s'il y avait beaucoup de différences génétiques entre les gens, parce que ça ne justifierait pas pour autant une pensée raciste. Donc je pense que de rappeler les données scientifiques, c'est effectivement une étape, mais ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller au-delà dans une réflexion beaucoup plus, je dirais, de sociologie, de philosophie, de comment on vit ensemble, etc. Merci beaucoup, Evelyne Ayer. Donc, bien sûr, Hervé, tu peux répondre. Prends le micro. Oui. Bien sûr que je suis français par des tas d'autres aspects des choses, mais la question, c'est la définition. Et ce qui est très dangereux, de chercher à dégager, comme l'avait fait d'ailleurs Sarkozy, et ça a été un échec, de chercher à définir une identité française. Alors, si on est équitable envers Nicolas Sarkozy, c'est drôle que je sois obligé de jouer son avocat, mais quand ils avaient lancé la consultation, justement, il n'y avait pas de contenu. Il disait il faut qu'on réfléchisse sur l'identité française, mais il n'avait pas dit l'identité française, c'est ça ou c'est pas ça. Je pourrais vous donner la liste. J'ai publié la liste. Attendez, non, mais c'est à moi de parler. Non, mais j'ai publié la liste des recommandations qui étaient faites au préfet. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de contenu, il y avait quand même un contenu extraordinairement net. Il y avait les questions qui devaient être posées. Et ces questions, c'était nos cathédrales, notre art de vivre. Il y avait même une chose absolument... ce qui était représentatif de la France, il y a une des questions posées, c'était notre universalisme. Là, c'est pas idiot. Non, mais c'est pas idiot. C'était quand même une contradiction dans les termes. Bon, donc non. Donc là-dedans, moi, ce que je trouve très dangereux, c'est que en fait, ces tentatives de définition de l'identité servent à séparer, à expurger la France d'autres qui sont moins français. Alors on va les dénaturaliser, ou bien je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est des tentatives, ces tentatives identitaires. Elles ont été pratiquées, notamment dans l'entre-deux-guerres, par un certain nombre de pays, avec des conséquences qui sont... On les voit pratiquer actuellement avec les Rohingyas, par exemple. Donc je trouve que c'est très bien de rester sur un point juridique qui est sûr,
comme ça, pas plus loin. Bien sûr que je suis français par des tas d'autres côtés, mais je suis des tas d'autres choses. Mais ça m'appartient d'être français. Il ne faut surtout pas le définir. À un moment donné, si on le définissait précisément, d'ailleurs, je pourrais vous dire une chose. Si on faisait passer, on trouverait toute une liste de critères, l'éducation, enfin tout ce que vous avez cité, et puis on ferait passer tous les Français devant. Mais il y aurait un grand nombre de Français qui ne passeraient pas tous les critères. C'est pas simplement les immigrés mal intégrés, comme on dit, mais il y aurait des tas de... d'ailleurs, beaucoup d'immigrés réussiraient beaucoup mieux qu'un certain nombre de Français. Donc c'est très dangereux, ce genre de spéculation, le côté vague. Moi, j'aime bien les définitions précises, et je trouve que les définitions précises... et c'est très bien. De toute façon, c'est très bien. Le débat prend devant les caméras, donc c'est très bien. Dominique, ensuite Alain Gérard, et on va essayer aussi de prendre quelques questions avant de clore le débat, parce que je voudrais juste souligner qu'il faut faire la distinction entre la mauvaise utilisation politique ou l'utilisation politique et l'effort pour réfléchir sur ce que sont les différentes dimensions, effectivement, de participer à une société particulière. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur le risque des mauvaises utilisations politiques qui peuvent être faites de la réflexion sur les formes nationales. Entièrement d'accord. Mais il ne faut pas pour autant s'interdire de réfléchir à ce que ça veut dire que de faire partie d'une société nationale. C'est tout. Il faut faire cette distinction entre l'utilisation politique, qui en a été souvent fort malsaine, et la réflexion qui doit être libre aussi sur ces sujets. Alors, Alain Gérard, vous allez essayer de nous départager. Non, mais je blaguais, mais il y a une réflexion qui, à droite, monte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on sent bien qu'un certain nombre d'hommes politiques de droite, qui réfléchissent d'ailleurs, on ne peut pas les soupçonner d'avoir aucune réflexion, mais en tout cas, de plus en plus, ils affirment la nécessité de laisser transparaître dans la ligne programmatique de leur formation politique ou de leur courant politique au sein des Républicains un attachement vibrant à l'identité, on va dire, historique, catholique de la France. Est-ce que cela constitue, disons, une concession, d'après vous, à l'identitarisme contemporain, ou est-ce que c'est une aspiration légitime de citoyens de voir leur héritage culturel et religieux reconnu sur la place publique ? Je rejoins, je n'ai pas beaucoup de mal à le faire, l'analyse de Dominique Schnapper sur un point, qui est que le rôle de la collectivité publique est d'essayer de la diversité inévitable d'une société, de faire, non pas de faire unité, mais de retrouver ce qui peut unir les gens. C'est ça le difficile, c'est ça le problème principal. Or, au lieu de faire ça, ce qui se passe, par exemple, vous évoquez la droite, puisque ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir que je tape sur la droite. Non, c'est pas ça, mais c'est des signes du temps. Vous voyez, je pense à des discours répandus chez des responsables, disons, mais ça me fait plaisir à moi aussi. Je sais, c'est pour ça que les discours de gens comme Guillaume Pelletier, comme Laurent Wauquiez, vont dans ce sens, incontestablement. Ce qui est gênant, c'est que ce discours veut être pris en charge par le droit. Il veut pénaliser également des modes de conduite ou qui ne paraissent pas conformes au modèle national. Et c'est ça qui est dangereux. Vous savez, je citerai un simple exemple, qui était celui d'Aristide Briand. Alors, il n'est peut-être pas connu par beaucoup d'entre vous. Il faut que vous rappeliez qui c'était. Il a été donc l'homme qui a, comme simple député parlementaire, mais à la tête d'un groupe, rédigé en grande partie la loi de 1905. Il a eu un mal de chien à mettre d'accord des gens de tendances extrêmement diverses, parmi lesquels vous aviez en effet à la fois les catholiques militants, indignés par le mauvais traitement que leur infligeait la République, et puis également les radicaux militants. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme critère pour obtenir et pour faire passer cette loi de la laïcité, c'est-à-dire de la séparation entre l'Église et l'État, et le fait que l'État s'interdit par conséquent de prendre en compte le fait religieux, mais en même temps, comme dirait l'autre, se trouve obligé de réconcilier les différentes appartenances religieuses dans le pays ou revendications religieuses dans le pays. Quel est le critère qu'il a trouvé ? Ça a été l'ordre public. C'est avec ce critère, cette notion de l'ordre public, il est arrivé à mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que chacun s'est dit, en effet, ma procession
trop évidente, trop bruyante, trop ostensible, comme on dit aujourd'hui volontiers, à propos de la loi d'ailleurs sur le port du voile. Ça a été également le même critère qui a joué. Le même critère, ma procession va provoquer des dégâts, va provoquer des manifestations. Bon. Et ainsi, chacun, en quelque sorte, a intériorisé la règle du respect de l'autre. Et ça a été vrai aussi, d'ailleurs, cette notion, sur le plan de l'expression des idées. Vous avez un arrêt célèbre du Conseil d'État, l'arrêt Benjamin. C'était un type qui voulait faire une conférence dans laquelle il tapait sur André Gide. Alors, ça va vous intéresser. Moi, je suis un peu littéraire et ça peut vous intéresser de savoir. Bon, André Gide avait combattu l'écrivain nationaliste par excellence qui était Maurice Barrès. Et il avait lancé à Maurice Barrès, d'ailleurs, une phrase qui est éclairée par les interventions précédentes. Il avait dit à Barrès, « Monsieur Barrès, né de père usésien et de mère havraise, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m'enracine ?» C'est qui était, l'autre disait, il n'y a que les racines, il n'y a que la référence tellurique, il y a l'appartenance ethnique et religieuse. La colline inspirée, la colline inspirée. Voilà. La colline inspirée. Mais Barrès était heureusement beaucoup plus intelligent que ça, il ne s'en tenait pas à ça. Mais enfin, il a eu des disciples fâcheux. Et donc, ce René Benjamin voulait taper sur André Gide pour réhabiliter en quelque sorte Barrès. Et il y a eu évidemment, ça se passait juste avant la période de Vichy, et René Benjamin était vraiment très, très noté. Il était à l'Académie Goncourt, hein, donc il était très connoté à droite. Et donc, à l'époque. Et donc, ce René Benjamin s'est vu retoquer, donc plutôt le maire. Le maire a voulu condamner et interdire la conférence de René Benjamin. Et le Conseil d'État est intervenu en invoquant la notion d'ordre public. Est-ce que l'ordre public est menacé ou pas ? À date récente, on a eu la même affaire et le même type de jurisprudence. Manuel Valls et Dieudonné. Et Dieudonné, voilà. Manuel Valls, qui a beaucoup été critiqué malgré le courage évident dont il a fait preuve, a pu effectivement exciper de troubles à l'ordre public pour faire interdire ce spectacle qui sinon... Point, parce que c'est l'importance capitale du phénomène, du problème du droit. Absolument. Et les droits sont différents à l'intérieur même de l'Europe. Regardez ce qui se passe en Espagne. Du point de vue français, la régionalisation de l'Espagne a pris, et je m'arrête tout de suite après ça, la régionalisation de l'Espagne a pris des proportions telles que, il m'est arrivé de l'écrire, à une époque où ça ne se produisait pas encore, il devient impossible en Espagne de faire une consultation démocratique qui puisse asseoir la légitimité d'une volonté générale. Alors ça, c'est un mythe, mais enfin, l'idée d'une légitimité de la loi. Eh bien, ça, c'est capital dans un pays, c'est que précisément, nous puissions avoir une unité du pays démocratique sur la base du droit. Je ne parle pas des valeurs de tu aimes la France ou tu t'en vas, mais telles que ça permette effectivement, eh bien, d'asseoir une volonté générale, alors, une légitimité. Merci infiniment Alain Gérard. Il faut que vraiment des tweets, parce que j'aimerais qu'on prenne des questions. J'aimerais qu'on prenne des questions. Donc Hervé, rapidement, vraiment un tweet Hervé, et un tweet ensuite Evelyne. J'ai publié... parce qu'elle vit beaucoup de choses à dire là-dessus. Un tweet Hervé. Hervé, vas-y, mais en mode tweet, parce que là, il est en mode tweet. Et il faut qu'on prenne des questions, Hervé. Questions et de conclure. Je peux juste dire un mot. Alors, je ne raconterai pas l'histoire, mais il y a 2 ans, une de mes conférences a été interdite pour risque de trouble à l'ordre public par le préfet de Loire-Atlantique. Je pourrais donner plus de détails, mais c'était absolument grotesque. Donc il faut se méfier. Mais en revanche, Valls avec Dieudonné, c'était pas grotesque. Non, il y avait vraiment un trouble à l'ordre public. Je veux juste conclure et dire qu'effectivement, à la fin de l'exposition, on rappelle les valeurs universalistes, qu'il faut tous avoir bien conscience qu'on a des droits communs, ce qu'on appelle, et qui sont importants d'y réfléchir, et que je pense que ce qui fait quelque chose de commun doit être sans arrêt discuté et renégocié, que c'est pas quelque chose d'établi, que c'est des choses qui doivent évoluer. Et j'aime beaucoup le terme québécois qui est les accommodements raisonnables. Et à mon avis, on aurait peut-être ça ferait du bien en France à prendre ce temps. On peut poursuivre cette table ronde avec une deuxième table ronde sur laïcité ouverte ou laïcité non adjectivale, mais on n'a pas le temps là.
mais Voilà. vous avez raison, c'est un débat français actuel très... Mais très, il ne faut pas figer les très choses, c'est des intense. choses qui bougent, Ouais. qui bougent en fonction des gens, des époques, des histoires. Il faut arrêter de croire qu'il y a des définitions figées qui ne vont pas bouger. Il faut les interpeller, les faire évoluer en fonction de la société. Merci beaucoup Evelyne Ayer, bien sûr, bravo pour cette très belle exposition. On ne peut qu'inviter nos auditeurs présents physiquement, mais aussi sur le net, à s'y rendre. Et je vais tout de suite peut-être proposer à quelques personnes de vous interroger. On a encore 5-10 minutes peut-être, non Evelyne Ayer? Si un micro circule dans la salle, c'est formidable. Et toutes vos questions et interpellations sont bien sûr les bienvenues. C'est difficile de se lancer, mais après ça va tout seul. Oui, moi j'aurais une question peut-être plus pour Evelyne Ayer. Je voulais savoir, selon vous, en quoi le musée pouvait être le lieu des reconnaissances mémorielles en fait, et un appui pour l'antiracisme, et en quoi il avait une parole particulière en tant que musée sur ces questions-là en fait. Très belle question, merci beaucoup. C'est vrai que Evelyne, il y a 2 musées qui travaillent dans ce domaine que nous venons d'aborder. Il y a le musée de l'Homme, mais il y a aussi le musée de la Porte Dorée, qui est le musée de l'histoire de l'immigration. Et le Absolument, mémorial de pardon. la Shoah Donc aussi. le musée de l'immigration présidé par Benjamin Stora et le mémorial de la Shoah, qui travaille aussi effectivement sur ce partage des mémoires. Alors, la légitimité du musée de l'Homme vient de son histoire. Quand il a été ouvert en 1938, l'idée, c'était de rappeler un certain universalisme, une égalité biologique des différentes populations humaines, même si on était encore dans la pensée qu'il y avait des sociétés qui étaient plus évoluées que d'autres. Donc, c'était pour renouer avec cette histoire. Et deuxièmement, ce qui est d'important, c'est qu'au musée de l'Homme, un des axes qu'on veut développer, c'est de traiter de sujets de société pour lesquels on a besoin d'informations à la fois, je dirais, de sciences biologiques et de sciences humaines. Et je pense que le racisme, c'est un bel exemple où finalement les disciplines à la fois d'un aspect biologique et d'à la fois sciences humaines permettent de donner un éclairage et de mieux comprendre ce racisme. Et donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était une belle idée d'exposition au musée de l'Homme. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a. Il y en a une, voilà. Bonsoir. Moi, j'avais plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Alors, je vais peut-être choisir. Il faut parler bien dans le micro, parce que Pardon. sinon on ne va pas vous entendre à l'enregistrement. Pardon. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir, mais du coup, je vais peut-être pas pouvoir tout reprendre. Déjà, j'aurais voulu... vous avez dit tout à l'heure que la France était moins raciste que du coup, il y a 30 ans ou 40 ans. Moi, je m'interroge un peu à savoir si c'est qu'elle est moins raciste ou que le racisme s'exerce plutôt différemment du fait de l'évolution de la société aussi, de choses qui doivent moins se dire en public ou visiblement. Et voilà, j'ai l'impression qu'il s'exerce peut-être un petit peu plus sournoisement que ça pouvait être à une certaine époque. Il y avait autre chose aussi, c'était qu'on n'a pas évoqué et qui m'aurait intéressé du coup un petit peu d'entendre, c'est le rôle ce que vous pensez un petit peu du rôle des médias, notamment télévisés, que ce soit le racisme ou l'antiracisme justement, pour prendre des choses qui sont un peu d'actualité avec les vagues d'immigration actuelles, où voilà, du coup il y a beaucoup d'images qui sont montrées. Beaucoup de personnes se font des idées par les médias télévisés, faut le dire aussi, que ça engendre du coup beaucoup de stress. Ça renvoie à l'identité dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, la définir, c'est certainement un risque. À côté de ça, en même temps, ces personnes, parfois, quand on discute avec elles ont aussi cette peur de perdre quelque part l'identité quand elles voient des images avec des flux massifs qui arrivent. Alors, je sors d'une conférence tout à l'heure du CNAM qui était justement autour des demandeurs d'asile, réfugiés, etc. Et qui ont repris les statistiques d'immigration, etc. Mais voilà, tout le monde ne les a pas et les médias ne transmettent pas non plus forcément ces chiffres-là. Je résume votre double question qui est formidable. Ils vont vous répondre tout de suite. C'est est-ce qu'il y a aujourd'hui
une sorte de racisme plus diffus, plus hypocrite dans la société française? Et est-ce que certains médias, notamment télévisés, ne jouent pas un rôle d'incendiaire, enfin, et ne jettent pas de l'huile sur le feu? Voilà, on peut résumer comme ça. Merci beaucoup. Alors, Evelyne, quelle est votre répondre, perception des choses? Oui. Rapidement, moi, je vois juste que les indicateurs de tolérance qui existent depuis une vingtaine d'années montrent qu'il y a de plus en plus de tolérance. J'ai plutôt l'impression que la parole raciste s'est libérée du fait de mouvements politiques qui ont donné aux gens le droit d'exprimer une parole raciste. Mais néanmoins, on voit que les indicateurs de tolérance augmentent. Et moi, ce paradoxe, c'est un paradoxe. C'est vraiment issu de toutes les données qu'on a pu analyser dans le cadre de l'exposition. On débouche effectivement sur ce paradoxe. Et c'est vraiment l'idée que plus on se rapproche d'une société où il y a moins de racisme, plus tout racisme devient insupportable et on le pointe du doigt et ressort plus très fortement. Ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville, plus on s'approche d'un système égalitaire, plus toute inégalité nous paraît insupportable. Donc c'est un peu comme ça, moi, que j'analyse ce phénomène. Et sur les médias, on a fait tout un décryptage des médias, justement, dans l'exposition. Et effectivement, le rôle des médias n'est pas neutre. Merci beaucoup, Evelyne. Dominique, peut-être la double question de madame est formidable. Qu'est-ce que vous... Je trouve qu'Evelyne a très bien répondu. C'est ce qu'on, dans notre jargon de sciences humaines, on appelle la loi de Tocqueville. C'est-à-dire que c'est le moment où les sociétés sont le moins inégalitaires que les inégalités sont le plus insupportables. Oui, mais alors je vais quand même... C'est la transposition raciste. Je vais jouer mon rôle jusqu'au bout. Et peut-être, pour prolonger la question de madame, avant que Alain Gérard et Hervé lui répondent, peut-être veut-elle dire qu'il y a aussi, si vous voulez, des formes de racisme non assumées, plus hypocrites, plus insidieuses, comme par exemple le fait que pour des propriétaires de ne surtout pas donner leur logement à des jeunes gens ou des jeunes femmes issus de l'immigration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, des choses comme ça, ou des entretiens d'embauche dont on sait bien qu'ils n'aboutiront pas quand on est issu d'une famille africaine ou d'une famille maghrébine. Et donc cette perception-là est aujourd'hui, dans la société française, quelque chose de récurrent et auquel il faut que les responsables publics répondent. Oui, certainement. Le racisme n'est plus considéré comme respectable. Mais les phénomènes de rejet, d'exclusion, de jugement réciproque font partie de la vie sociale. Et certainement, les origines telles qu'elles sont perçues sont un des éléments qui interviennent dans ces formes de rejet ou d'exclusion qui ne sont pas conformes aux valeurs dont nous nous réclamons. Alors, il nous reste 2 minutes, Dominique. Merci beaucoup. 2 minutes. Vous voulez poser une question? Oui. Il y a encore une question, voilà. Donc, on va prendre une dernière question et ils vont vous répondre par des tweets, si possible. Oui, la question que j'ai posée, je suis sociologue, j'ai travaillé un peu sur la Mauritanie, donc je connais un peu cette organisation sociale, que je travaille aussi actuellement sur l'impact de l'immigration de l'Afrique du Nord en France. Et nous remarquons vraiment que le racisme, on tend à la banalisation. Je parle plus de banalisation au lieu de dire dans ce terme-là, oui, mais on a une banalisation. Je prends le cas d'Éric Zemmour, par exemple, que nous connaissons très bien, qui est dans toutes les radios et télévisions, qui parle. Et on dirait que la télévision se plaît à l'appeler pour que ça fait un buzz, parce que ça fait plus d'hommes. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la banalisation? Et la deuxième question que j'ai à poser, c'est surtout au niveau de la nationalité française. En Mauritanie, on a la même question. Je le dis ouvertement parce que c'était sur la carte de séjour et autres. On dit mauritanien parce qu'il faut épouser la thèse mauritanienne, il faut être mauritanien de souche, il faut ceci ou cela. Et nous pensons que pour être mauritanien, il faut avoir un papier mauritanien uniquement. Pointe à la ligne. Pointe à la ligne. Parce qu'on dit carte d'identité, c'est donc, l'identité. Si demain je veux devenir mauritanien, je peux, par exemple. Si vous aimez, il faut... C'est sûr aimer la Mauritanie, mais vous êtes mauritanien parce que vous avez les papiers mauritaniens.
Donc, je ne crois pas à cette culture parce que nous venons de l'extérieur. Moi, je suis mauritanien, je suis français aujourd'hui. Et pourtant, je ne connais pas trop la culture française, mais je me sens français parce que j'ai les papiers français. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Alain Gérard, il nous pose au fond les deux questions récurrentes, ça ne m'étonne pas, qui sont des questions très présentes dans la tête des jeunes gens et des jeunes femmes issus de l'immigration, et notamment de l'immigration africaine. Ils ont quand même le sentiment qu'il y a un racisme subreptice de la société française, plus faux cul, plus hypocrite que par le passé, mais néanmoins très, très, très violent dans ses pratiques. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Et est-ce qu'il y a une responsabilité particulière des médias, de certains chroniqueurs médiatiques? Vous en avez évoqué l'un d'entre eux, qui est très connu, dans cette manière d'attiser en quelque sorte les divisions au sein de la République, une et indivisible. Il est très connu, on parle d'Éric Zemmour évidemment, et bien commode surtout, pour abriter ceux qui ne tiennent pas le même discours, mais sont beaucoup plus hypocrites et visent le même propos que lui, avec peut-être moins de franchise, et au moins a-t-il ce mérite. Non, j'élargirai un petit peu la loi de Tocqueville à un point. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce phénomène identitariste, même s'il est mineur, occupe une telle place à travers le regard des médias en particulier, non seulement en France, mais dans le monde entier. On voit un phénomène de ce type. Et une des analyses que je proposerais étendrait la loi de Tocqueville en disant que plus, dans une culture, vous avez deux choses. Vous avez ce qui est transmissible et ce qui ne l'est pas. C'est la distinction allemande entre culture et civilisation. Et ce qui me frappe, c'est que plus la culture qui se transmet, en gros le modèle américain de l'hôtel Hilton, la culture matérielle, si vous voulez, la civilisation matérielle se répand dans le monde, plus les peuples et les groupes sociaux sont enclins à redéfinir ce qu'ils ont de propre et à s'appuyer sur ce qu'ils ont de propre. Et tout le problème, je me rappelle avoir jadis entendu Jean-Marie Benoît, qui était l'assistant de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, disant « Nous réfléchissons à cette question, quelle est la définition du propre ?» Et le propre, ça peut être l'ethnique et le religieux, ça peut être l'intolérance totale, ça peut être la fermeture totale, comme ça peut être ce que nous disions tout à l'heure, ce qui est susceptible d'accommodement raisonnable, mais qui ne le sont pas toujours, malheureusement, parce que vous avez le rôle des minorités actives, qui sont les seules qui intéressent les médias. Dès que vous dites une connerie, bon, si j'en ai dit ce soir, ne croyez pas que ce soit pour être médiatisé. Je crois que personne n'en a dit pour l'instant. Je ne crois pas que ce soit pour être médiatisé. Mais plus vous dites une bêtise ou un propos inacceptable, plus aussitôt vous êtes sûr d'être invité à Soir 3 ou peut-être même à la 1 ou à la 2. Et ça, c'est un vrai problème. Merci beaucoup, Alain Gérard Slama. Alors, peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, à moins que vous... C'est le mot de la fin, Hervé. Je ne crois pas. Je crois que lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Un point. D'abord, je pense, un peu contrairement à d'autres interventions, que la question du racisme biologique est toujours posée. Quand il y a des contrôles aux faciès, c'est pas un racisme éthéré, autre, culturel. C'est un racisme biologique. C'est à la tête du type. Il y a cette très bonne enquête. Et vous mettriez dans cette catégorie aussi les propriétaires qui ne donnent pas leurs appartements à des personnes de couleur, entre guillemets. Donc, actuellement, la loi sur la sécurité qui est en train de passer ou qui vient d'être passée, qui permet maintenant des contrôles sans autorisation de la justice sur plus de 60% de la population, est très dangereuse parce que jusqu'ici, c'est un fait acquis par de très bonnes enquêtes qu'il y a des contrôles aux faciès. On a tous les chiffres. Et le gouvernement, jusqu'ici, n'a strictement rien fait. Donc il y a encore, sur la question du racisme biologique, pas mal de choses à faire. Je veux bien m'occuper d'autres choses. Alors pour les autres choses, c'est extrêmement large. Et cette fois-ci, je n'appellerai pas Tocqueville, mais j'appellerai Freud. Freud a dans un livre qui porte un titre dont je me suis un tout petit peu inspiré, qui s'appelle Malaise. Dans la civilisation. Dans la civilisation. Et c'est Kultur. Oui, mais en allemand, c'est Kultur. Hein. Non, c'est Unbergen in der Kultur. Oui, mais la première traduction, c'était malaise dans la civilisation. Et ensuite, ça a été malaise dans la culture, dans la dernière traduction. Ceci dit, à un endroit, assez curieusement, dans un de ses textes, Freud dit « Je ne vois pas de différence entre culture et civilisation », ce qui est une aberration connaissant la pensée allemande. Mais il l'a écrit. Je pourrais vous donner la citation. Et dans ce petit texte, il a quand même cette réflexion sur
ce qu'il appelle la tyrannie des petites différences. Et je crois que nous sommes, hélas, au milieu de ce problème de la tyrannie des petites différences. Je ne vais pas m'étendre plus loin parce qu'il suffit de relire Freud. C'est un tout petit Freud qui fait 80 pages. C'est moins d'une centaine en tout cas. Absolument excellent sur ce point. Voilà, donc la tyrannie des petites différences et la lutte contre cette tyrannie nous mettra tous d'accord, je pense. Merci infiniment pour ce débat qui était excellent. Vous le retrouverez donc sur la vidéo qui va circuler sur le site du musée notamment, mais aussi sur celui de l'Express, l'express.fr. Merci Evelyne Heyer, merci Dominique Schnapper, merci Schnapper, pardon, je me mets à hiériser. Merci Alain Gérard-Slama et merci beaucoup cher Hervé Lebras. À très bientôt.